commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie, et pour venir parler aujourd'hui devant vous, je vous invite dans ma zone d'inconfort. Ça fait 7 ans que je travaille, des années que je donne des présentations, des ateliers, des réunions, vous savez ce que c'est, des exposés avant ça. 30 ans que je parle, et que j'adore ça. Seulement, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai commencé à avoir des petits soucis de santé. De la fatigue, de l'essoufflement, plein de petites choses qui se sont installées au fur et à mesure, et puis j'ai constaté que ma fluence s'était dégradée. La fluence, c'est la capacité à parler de manière fluide, tout simplement. Tout à coup, comme ça, sortie de nulle part, je me suis mise à ne plus réussir à parler aussi bien qu'avant. Je commençais des phrases, mais j'arrivais pas à les terminer, ou il manquait la moitié des mots. Je voulais dire des choses simples, un bug par exemple, et puis je ne savais plus comment on disait. Parfois je disais le contraire de ma pensée, et puis je me suis mise à bafouiller, à bégayer. Et finalement, à avoir honte de prendre la parole au travail, de prendre la parole avec mes proches. Et si rester dans le silence, c'était ce que je trouvais finalement le plus confortable, c'était pas possible pour vivre. Alors, mes médecins qui me suivaient m'ont conseillé d'aller voir un orthophoniste. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent le métier d'orthophoniste? N'hésitez pas à lever la main. Vous êtes sûr? Alors, ça, c'est pas un orthophoniste, hein, je vous rassure. Mais pour le coup, moi, quand j'ai commencé à aller voir un orthophoniste, je pensais que l'orthophoniste, elle s'occupait uniquement des gens qui bégaient et des enfants. Et ça, c'est 2% du métier de l'orthophoniste. C'est un cours qu'ils ont en 5e année, donc 5 ans d'études, ils ont un cours sur le bégaiement et l'accompagnement des enfants sur ce sujet-là. L'orthophoniste, en fait, c'est une personne qui va pouvoir également accompagner les gens sur plein de choses autour, justement, de notre système respiratoire qui nous permet de parler, de notre système de déglutition. Donc on va avoir tout ce qui est trouble du développement, du raisonnement, de l'audition, tout ce qui est trouble neurodégénératif, mais également troubles au niveau du langage écrit, et puis bien sûr le langage oral, qui était le pourquoi je me suis dit que j'allais voir un orthophoniste. Et quand j'ai rencontré cet orthophoniste, je me suis dit, on va faire un seul rendez-vous, et puis elle va me dire, tout va bien, ça va revenir, vous êtes juste fatigué, il n'y a pas de souci. Non. Elle a choisi de me revoir, 1 fois, 2 fois, 3 fois. La Sécu va dépenser sans compter. L'orthophoniste, elle ne guérit pas les gens. Elle ne traite pas la maladie ou le problème. Elle accompagne les conséquences. Un jour, j'ai découvert une métaphore que j'ai trouvée très belle qui parlait d'une personne justement avec un trouble de la communication. On pourrait imaginer que c'est un vase qui est fissuré ou cassé. Et sa parole s'écoule à travers les fissures, plutôt que de rester bien contenu. Et l'orthophoniste, son métier, ça ne va pas être de réparer le vase comme neuf, parce que c'est un peu compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est capable d'en faire un beau vase, et de l'aider à se retrouver et à mieux s'aimer comme elle est, comme elle parle. Personnellement, je ne voulais pas l'accepter dans ma quête de retrouver une parole parfaite. Mais sachez-le, la parole parfaite n'existe pas. Que l'on ait un trouble de la communication ou pas d'ailleurs. Et la deuxième chose qui m'empêchait d'avancer, c'était le fameux sortir de sa zone de confort. Parler, c'était pour moi quelque chose qui était dans ma zone de confort, et ça avait disparu. Accepter de oser reprendre la parole, accepter mon nouveau discours, c'était sortir de sa zone de confort. Alors je m'appelle Noémie, j'ai un trouble de la communication, et pour venir parler devant vous aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Alors, je vous ai trouvé quand même une petite définition, pas trop scientifique j'espère. On va dire que la zone de confort, c'est une situation dans laquelle une personne se sent à l'aise. Ça peut être au fond de votre canapé, sur votre PC en train de coder, avec les chaussures aux pieds pour aller courir, ou bien en train de danser, de chanter, dans la vie pro, et aussi dans la vie perso. Vous,
Est-ce que vous êtes déjà sorti de votre zone de confort? Allez, vous pourriez tous avoir la main levée. En fait, on ne cesse de sortir de la zone de confort, de manière plus ou moins prononcée, hein, pas forcément aussi radicale que celle-ci. Quand on apprend à marcher, quand on arrive à l'école, quand on fait des nouvelles rencontres, peut-être même dans ces journées de conf, vous allez aussi devoir sortir de votre zone de confort. Vous allez perdre vos collègues, vous retrouver tout seul, pas savoir à qui parler. Vous allez devoir vous asseoir à côté d'inconnus pour une conférence. Alors, si c'est déjà quelque chose que tout le monde fait, pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler? Eh bien, j'ai envie de croire que sortir de sa zone de confort, ça peut être une expérience positive. Et pourtant, intérieurement, moi, j'avais ce sentiment que c'était quand même quelque chose d'assez négatif, parce que souvent, c'était mon manager qui me disait « Ah, ça serait bien que tu sortes de ta zone de confort pour prendre telle mission, pour progresser dans ton travail, pour apprendre de nouveaux métiers. » Et j'avais moyennement envie. Vous, on vous a déjà demandé de sortir de votre zone de confort? Il y en a qui disent oui? Ah, c'est bien. Moi aussi, je dis oui. Je dis oui à tout, d'ailleurs. Il y a tout pile 1 an, j'ai accepté l'idée saugrenue de mon conjoint d'écrire ce sujet, de le soumettre à une conférence. Alors, je suis passée par plein d'étapes. Trouver un titre, c'est peut-être pas ça par lequel il fallait que je commence. Plutôt pitcher, puis soumettre, être prise quelque part, faire quelques slides, répéter, beaucoup stresser. Et me voilà, 1 an plus tard, devant vous pour la keynote de Brescamp. J'ai dit oui, et j'aurais jamais cru que cette expérience, cette aventure m'emmènerait là où j'en suis aujourd'hui. Et pour ça, merci aux orgas. Je m'appelle Noémie, j'ai un trouble de la parole, je dis oui à tout, et pour venir parler devant vous aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Pour autant, parfois, on a le droit de rester dans sa zone de confort. On n'est pas obligé d'être à fond tout le temps, on mérite aussi le repos du guerrier, ou des guerriers dans Jurassic Park. Et quand on reste dans sa zone de confort, ça ne veut pas dire qu'on reste à rien faire. Ça veut dire qu'on se concentre sur ce que l'on sait faire ou ce que l'on aime faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film, mais ceux deux-là, ils sortent ensemble, ils travaillent ensemble. Quand on parle de séparer vie pro, vie perso, vous y arrivez? Il y en a qui y arrivent, n'hésitez pas à lever la main, hein, si vous y arrivez. Oh, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de mains levées. J'ai des boules. Bah, moi, j'arrive pas. Hein. Et pourtant, je vois qu'il y en a qui mettent un peu la pression et me disent bah, « ça serait bien que tu y arrives quand même ». Je vois aussi que les réseaux sociaux me le disent. Mon entreprise me le dit, via des communications. Et maintenant, encore plus qu'on a le télétravail qui est très installé, ça paraît évident qu'il faut réussir à éteindre son ordinateur et couper de son boulot, alors que l'ordinateur est à 200 mètres de son lit. 200 mètres, pardon. Vous m'avez compris. Oui, ma maison est grande. Bien, en tout cas, moi je pense que c'est pas possible. Personnellement, quand je reviens de ma journée de boulot avec des réunions ennuyantes, un projet qui galère un peu, un chef un peu relou, pour être poli, eh bien, j'ai eu une journée un peu saoulante. Le reste va me saouler aussi. Mon mec, mon fils, mon chat, la fuite d'eau, les impôts, cette saison. Sachez d'ailleurs que lorsqu'on est énervé ou en colère, on produit une hormone qui s'appelle de la cortisol, et c'est un poison pour notre corps. Et la cortisone, 1 minute d'énervement, ça fait 1 heure pour s'en débarrasser. 5 minutes d'énervement, bah vous faites le calcul, ça fait 5 heures. Donc si à 15 heures, je me prends la tête avec mon client, bah à 20 heures, j'aurai un peu de mal à gérer mon fils au moment du coucher. Dans le perso, c'est pareil. Si j'ai un de mes proches qui est malade, si j'ai des galères dans mon couple ou avec mon chat, bah, y a des chances que ça me trotte dans la tête dans la journée de travail, que j'arrive pas forcément à ne pas y penser. Le perso, ça influence nos capacités au boulot. Et notre boulot, ça influence aussi nos relations dans le perso. Ça peut être un cercle vicieux, comme ça peut être un cercle vertueux.
Rester dans sa zone de confort au travail, c'est se donner de la place pour en sortir en dehors du travail, pour se lancer dans de nouvelles aventures, faire de nouvelles rencontres, essayer un nouveau projet, traverser une période de notre vie difficile, ou essayer de prendre la parole en public. Rester dans sa zone de confort au travail, c'est aussi s'écouter soi-même et concentrer son énergie là où elle a besoin d'être à un instant présent. Alors, je vais quand même vous partager une astuce pour le travail. Au travail, quand je reste dans ma zone de confort, on me demande de maîtriser mon sujet, de faire tout bien comme il faut, de respecter les délais, d'être souriante, ravie de faire mon boulot. Et puis, si j'ai bien réussi, à la fin, on pourra dire « Oh, bah, t'as bien fait ton boulot, tu réponds aux attentes ». Alors que si je sors de ma zone de confort, et que je le fais savoir, bien sûr, je vais pouvoir dire bah, le bug 151 qui n'a pas réussi à corriger Nerdy, il est au-delà de mes compétences, mais je peux quand même essayer. Et c'est pas lui qui le dit, mais Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, je m'appelle Noémie, j'ai un trouble de la parole, et pour venir parler devant vous aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Et ça m'arrange. Vous allez être un peu plus indulgent, m'excuser de lire mes notes, ou si j'ai des difficultés à trouver les mots, que je confonds les centimètres et les mètres. Ça commence à avoir bon dos, ma zone de confort. Dire oui et sortir de sa zone de confort, c'est comme partir à l'aventure. Alors, je vous propose que l'aventure d'aujourd'hui, ça soit une randonnée moins dangereuse que celle-ci. On va prendre la montagne. Il y en a qui ont déjà fait de la randonnée? Bon, alors, revenons en arrière, imaginons que c'est votre première randonnée. J'ai pris mon sac à dos. Donc pour partir... j'ai oublié un truc. Pour partir, du coup, pour ma première randonnée, l'idéal, c'est d'être bien accompagné. Alors j'ai pris mes amis avec moi. Voilà, ils vont pouvoir me regarder. Ils vont être fiers. Voilà, j'ai pris aussi avec moi des précieux conseils, hein, parce que mes amis, ils ont déjà fait de la rando. Petit livre sur Kubernetes. Hop. Je m'équipe également, chaussures, hop. Vêtements, sac. Oula, j'ai pu avoir de place moi dans mon sac à dos. Bouteille d'eau en cas. Bref, il faut trouver l'équilibre entre ne pas être trop chargé, ne rien oublier. Voilà, Noël c'est dans 6 mois. N'oubliez pas. Une petite boule pour aller avec. Allez, on est pas mal. Voilà, vous voyez, j'ai bien préparé ma rando, je me suis bien équipée. Le jour J, quand je démarre, il y a d'autres choses qui vont influer sur mon projet. Les lieux, la météo, l'état du chemin, parce que tous les passages n'auront pas la même difficulté. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je voulais faire une ascension, pas grand-chose, 10 km, annonçant 4 heures. Au bout de 3 heures, j'en avais déjà fait 9. Parce que vous êtes bon en maths, 10 moins 9, ça fait 1, 4 moins 3, ça fait 1, donc il me reste 1 km à faire en 1 heure. Trop facile, j'ai presque fini. Vous connaissez cette phrase? Bah, j'ai mis plus d'1 heure à faire le dernier kilomètre. Bah, j'avais presque fini, quoi. Un jour, ma sœur m'a dit « On vit en avant, on comprend en arrière ». Ce n'était pas d'elle, mais il est vrai qu'une fois arrivée en haut, la première chose que je regarde, c'est le chemin parcouru. D'où je viens, par où je suis passée. J'ai ce sentiment d'avoir réussi, et pourtant, je n'ai pas forcément terminé mon chemin. Dans Jurassic Park, professeur Ian Malcolm a dit, donc lui, théoricien du chaos, « La vie trouve toujours un chemin ». Sortir de sa zone de confort, c'est parcourir ce chemin. C'est rencontrer des embûches tout au long de la route. S'arrêter pour un caillou dans sa chaussure, se traîner une ampoule pendant tout le voyage, parfois regretter de s'être lancé dans l'aventure. Mais une fois la difficulté passée, c'est regarder en arrière
et savourer le résultat de ses efforts. Plus récemment, quelqu'un d'autre a dit « L'important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête ». Alors, je vous laisserai retrouver la référence à la radio, si ça passe toujours. Dans ma quête de retrouver les mots, la parole, ma voix, c'est l'écriture de ces lignes, la préparation de ce sujet, le partage avec d'autres speakers, avec les organisateurs, et surtout ce moment-là, passé avec vous, qui font tout le sens de mon aventure. Je m'appelle Noémie, j'ai un trouble de la parole, et pour venir parler devant vous aujourd'hui, est-ce que je donne vraiment l'impression de sortir de ma zone de confort ? Ce talk, je l'ai déjà donné plusieurs fois. Quand je parle, on ne constate pas forcément que j'ai des difficultés à m'exprimer. Ça tombe au meilleur moment. Ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que du coup je suis légitime pour dire que je sors de ma zone de confort ? Alors le dernier message que je voudrais vous faire passer, c'est que sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas obligatoirement dire se jeter à l'eau. On peut, comme pour aller se baigner, notamment en Bretagne, entrer doucement, donner à son corps le temps de s'adapter à la température de l'eau, peut-être se laisser surprendre par les vagues un peu plus hautes que prévu, se mouiller la nuque avant de plonger, et même se donner la possibilité de ressortir de l'eau si finalement on ne le sent pas, si ce n'est pas pour nous. Notre zone de confort, elle est aucunement figée. Comme nous, elle grandit, elle change, elle s'adapte, et elle évolue avec nos expériences, nos apprentissages et les rencontres que nous faisons. Cela fait 30 ans que je parle, des années que je donne des exposés, des présentations, des ateliers, des réunions, 7 ans que je travaille. Parler, c'était depuis toujours ma zone de confort. Il y a 2 ans, ma santé l'a entaillée, et petit à petit, je tente de me réapproprier mon discours, et je compte bien continuer à me challenger, pourquoi pas un jour, lâcher prise, accepter la nouvelle personne que je suis devenue, quitter les yeux de mes notes et vous regarder dans les vôtres. Je m'appelle Noémie, j'ai un trouble de la parole, et pour venir parler devant vous aujourd'hui, je suis sortie de ma zone de confort. Ce faisant, je l'ai étendue pour finalement faire de cet exercice, de ce moment, de cette rencontre, une nouvelle partie de moi. Vous avez le droit d'applaudir. Puisque je suis généreuse, je me suis dit que ça serait à vous maintenant. Alors, je vais vous proposer de tous vous mettre debout pour un petit exercice d'orthophonie. Enfin, tous ceux qui peuvent. Avec l'orthophoniste, on apprend beaucoup de choses, autour notamment du système respiratoire qui va permettre la parole. Et une chose notamment qu'elle m'a transmise, c'est l'importance de faire en sorte que son corps n'ait plus de tension. Donc pour ça, on a plein de méthodes qui permettent de se détendre au niveau du visage, au niveau thoracique, etc., même dans sa posture, qui vont nous aider à prendre la parole. Ce sont des astuces que je vais vous donner, que vous pourrez réutiliser dans votre travail. Alors, pas forcément quand vous êtes en réunion Teams derrière votre écran, enfin, sauf si vous voulez faire ça debout. La première chose, ça va être la posture.
Pour bien parler, bien respirer, il faut être bien ancré dans le sol. Donc on va mettre nos pieds bien écartés, peut-être alignés avec vos épaules, parallèles. Et on va se tenir bien droit, comme s'il y avait un fil qui partait de votre tête et qui vous tirait pour aller jusqu'aux étoiles. Il faut s'arrêter au plafond si vous avez peur de la paille. Et là, je vais pouvoir vous regarder faire de magnifiques exercices. On va en faire quelques-uns parce que je crois que j'ai un peu de temps. Vous savez tous gonfler vos joues. Du coup, vous allez gonfler les deux joues et puis relâcher l'air en essayant de faire le moins de bruit possible. Ah, vous êtes beau. On va continuer, vous allez faire passer l'air d'une joue à l'autre. Donc vous allez gonfler une joue, et ensuite vous passez l'air de l'autre côté. L'objectif, c'est de détendre vos joues, finalement, tout simplement, et donc les muscles qui se cachent derrière. Comme je suis contente de vous voir faire des magnifiques têtes avec des joues gonflées, je vous propose de passer à un autre exercice où vous allez sourire le plus que vous pouvez, comme si vous étiez un petit peu figé, vous avez eu trop de botox. Et vous allez faire des bisous. Allez, je vais entendre plus de bisous là. Ah, c'est bien, vous êtes beau. Pour terminer, je vous propose d'apprendre un petit truc. Alors, je suppose que ça vous est tous arrivé déjà dans la vie de bâiller. Ah, il y en a que ça déclenche tout de suite. Hein. Alors, je vais vous apprendre un truc. Et dites-le à vos collègues aussi. Vous avez le droit de bâiller en réunion. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous endormir. Ça veut dire que vous êtes concentré. Et que votre corps, votre tête, qui sont concentrés sur ce que dit votre interlocuteur, ont besoin de relâcher de l'attention pour continuer à être concentrés. Donc le bâillement, c'est quelque chose de très important, et le retenir, ça met de l'attention sur tout notre visage, et c'est pas bon du tout. Donc je vous propose qu'on essaye aujourd'hui de faire un petit exercice pour vous apprendre à bâiller sur commande. Il y en a qui n'ont pas besoin. Hein. Alors pour ça, vous allez ouvrir très grand la bouche, en gardant vos dents derrière vos lèvres. Et vous allez aller mettre votre langue derrière vos dents de devant et pousser très fort, comme si vous vouliez les faire sortir de votre bouche. Ah, vous êtes beau. Et la dernière chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des très grandes inspirations jusqu'à ce que ça vous fasse bâiller. Voilà, je pense que c'est bon, tout le monde est détendu pour sa journée de conférence. Je vous souhaite de bien profiter de tous les speakers du jour, et merci d'avoir participé à mon exercice. Merci aussi pour la standing ovation, j'en attendais pas tant. Bon, alors Nicolas Lodès s'est enfui. Je vais reprendre le rôle pour vous remercier d'avoir participé activement à cette keynote. Je trouve ça magnifique qu'on puisse commencer cette journée par des bisous et des bâillements. Et merci beaucoup pour ton intervention qui, je pense, nous a tous boostés pour passer une super journée. Et tu peux peut-être laisser le sapin de Noël, ça va être un gag récurrent. Je pense maintenant, je veux que tous les speakers de cette conférence, à partir de l'année prochaine, viennent avec un sapin de Noël. Parce qu'au mois de juin, c'est quand même quelque chose de grandiose d'avoir des sapins de Noël. Excellente journée à tous. Merci encore pour ton intervention. Passez un très bon Brace Camp et n'hésitez pas à venir faire des selfies avec un T-Rex. Bonne journée.